les tensions s'intensifient presque autant que les tarifs dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ces dernières semaines, ces tarifs ont presque triplé, passant de 54 à 145%. La Chine avertit maintenant les autres pays de ne pas conclure d'accords commerciaux avec les États-Unis qui affecteraient les intérêts chinois. C'est juste le dernier mouvement dans la guerre commerciale de plus en plus amère entre les États-Unis et la Chine. La Chine accuse maintenant les États-Unis d'intimidation économique et a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies cette semaine pour aborder la question. Les États-Unis et l'Inde sont tombés d'accord sur les termes d'un accord commercial et la Chine n'est pas contente de cela. Le Parti communiste chinois qualifie cet accord de intimidation des États-Unis. Peu après cet accord commercial, l'Inde a annoncé qu'elle augmenterait ses importations des États-Unis et diminuerait celles de la Chine. Et en plus de cela, juste un jour plus tôt, l'Inde a également déclaré qu'elle imposerait davantage de tarifs sur les marchandises en provenance de la Chine. Après avoir vu ce qui se passe, le Parti communiste chinois se rend compte que le plan américain fonctionne. Les tarifs de Trump sur la Chine avaient des répercussions au-delà du commerce bilatéral. C'est parce que nous obtenons à peu près la même quantité de biens chinois d'autres pays que ce que nous obtenons de la Chine. Et c'est pourquoi cette fois-ci, le président Trump voulait cibler non seulement le commerce chinois, mais aussi le commerce de biens chinois qui se déroule à travers ces autres pays. Et c'est pourquoi chaque pays a un ultimatum simple. Ils ne peuvent pas aider la Chine à contourner nos tarifs douaniers. Et c'est pourquoi le Parti communiste chinois est furieux. Voici ce qu'ils ont dit. La Chine organise une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies demain, accusant les États-Unis d'intimidation en utilisant les tarifs douaniers comme une arme. Un diplomate chinois a envoyé une note à tous les 193 membres de l'Organisation des Nations Unies disant, je cite, « En utilisant les tarifs douaniers comme un outil de pression extrême, les États-Unis ont gravement violé les règles du commerce international et déclenché de graves chocs et turbulences dans l'économie mondiale et le système commercial multilatéral, jetant une ombre sur les efforts mondiaux pour la paix et le développement. » Regardez, la réunion officielle de demain, le titre est l'intimidation et l'unilatéralisme. C'est tout simplement orwellien de voir le régime communiste de Chine organiser une réunion de l'Organisation des Nations Unies accusant les États-Unis ou toute démocratie d'intimidation. Rappelons-le, c'est un régime qui, en pratique, intimide son propre peuple et intimide ses voisins. Tout pays qui reconnaît Taïwan démocratique est menacé par la Chine. Tout pays qui se tient aux côtés de la minorité ouïghour persécutée est intimidé par la Chine. Et je l'ai vu aux Nations Unies à Genève lorsque l'ambassadeur chinois a envoyé des lettres menaçantes à l'ambassadeur de tout autre pays qui se présenterait à une réunion pour les Ouïghours persécutés. Dans la mer de Chine méridionale, la Chine intimide ses voisins. Alors l'idée que Pékin, que la dictature communiste de Xi Jinping organise une réunion de l'Organisation des Nations Unies pour condamner les États-Unis pour intimidation est orwellienne et apporte franchement un nouveau sens au mot ironie. C'est vraiment risible que le Parti communiste chinois dénonce d'autres pays pour intimidation, parce que c'est ce que fait le Parti communiste chinois. Pendant la campagne électorale au Canada, le Parti communiste chinois a été surpris en tentant d'ingérence dans l'élection canadienne. Ils sont accusés d'avoir tenté de discréditer un candidat nommé Zhou Trey. Selon le rapport, le Parti communiste chinois a utilisé des plateformes comme TikTok et Facebook pour diffuser de fausses informations sur le candidat afin que les électeurs perdent confiance. Maintenant, pourquoi le Parti communiste chinois fait-il cela au Canada ? Eh bien, parce que le candidat en question est critique des actions du Parti communiste chinois à Hong Kong. Le Parti communiste chinois n'est pas fan des critiques, et ils feront tout ce qu'il faut pour faire taire les critiques. C'est pourquoi nous vous demandons une faveur. Assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner en bas car cela nous aide énormément dans l'algorithme. Voici ce que nous savons sur l'accord entre les États-Unis et l'Inde. Cela s'est passé pendant que Xi, dès Vance, visitait l'Inde et rencontrait le Premier ministre indien, Narendra Modi. Voici pourquoi ce voyage était si important. Le vice-président Vance atterrit en Inde en pleine tension commerciale massive. L'Inde doit ouvrir son marché aux États-Unis, et cela pourrait provoquer un boom dans les deux pays. La rencontre Trump-Modi en février n'était pas qu'une simple représentation diplomatique, elle cachait un détail clé que beaucoup ont manqué. En privé, des progrès significatifs ont été accomplis sur les accords pétroliers, gaziers et de gaz naturel liquéfié. Mais le tarif de 70% de l'Inde sur les voitures américaines par rapport à 2,5% avant Trump est exactement le genre de pratique commerciale déloyale contre lesquelles Trump a lutté. Le libre-échange à sens unique n'est pas gratuit. Les États-Unis sont le plus grand marché de consommateurs au monde et tout le monde a besoin de vendre ici.
Ils doivent donc ouvrir leur marché. De plus, Trump fait pression sur l'Inde pour qu'elle ouvre son marché aux détaillants américains. Et c'est là que les choses deviennent un peu intéressantes, car beaucoup d'entreprises américaines ont été traitées très injustement en Inde, du moins à mon avis. Vous voyez, en 2018, Walmart a acheté une participation majoritaire dans Flipkart, qui est essentiellement l'Amazon de l'Inde. C'était à peu près une affaire de 20 milliards de dollars où Walmart a payé 16 milliards de dollars pour posséder environ 77% de l'entreprise. Maintenant, c'était de loin l'une des plus grandes acquisitions de l'histoire indienne. Et juste un an après cette acquisition, que fait le gouvernement indien ? La loi a été modifiée pour compliquer la concurrence et la vente en Inde pour les entreprises étrangères. Cette loi visait très spécifiquement Amazon et Walmart. Juste un an après que Walmart ait payé tant d'argent pour acheter une entreprise indienne. Ce n'était pas une loi très favorable aux entreprises, et c'est quelque chose contre quoi le président Trump se bat actuellement. Le président Trump aurait l'intention de pousser l'Inde à donner aux détaillants en ligne tels qu'Amazon et Walmart un accès total à son marché du commerce électronique de 125 milliards de dollars. Maintenant, alors que Devance était en Inde, voici ce qu'il avait à dire sur des choses comme celle-ci que font les pays étrangers. De plus, le nouvel accord négocié entre l'Inde et les États-Unis. Avec le Premier ministre Modi et le président Trump, qui sont tous deux des négociateurs coriaces, je sais que les discussions seront intenses. Ils mènent des négociations ardues, ce qui explique notre respect pour lui. Et nous ne blâmons pas le Premier ministre Modi de se battre pour l'industrie de l'Inde, mais nous blâmons les dirigeants américains du passé pour ne pas avoir fait de même pour nos travailleurs. Et nous croyons que nous pouvons corriger cela au bénéfice mutuel des États-Unis et de l'Inde. Lorsque le président Trump et le Premier ministre Modi ont annoncé en février que nos pays visent à plus que doubler notre commerce bilatéral à 500 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, je sais que tous les deux le pensaient sérieusement. Et je suis encouragé par tout ce que nos nations font pour nous y amener. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nos deux gouvernements travaillent dur sur un accord commercial basé sur des priorités communes, comme la création de nouveaux emplois, la construction de chaînes d'approvisionnement durables et la prospérité pour nos travailleurs. Lors de notre réunion d'hier, le Premier ministre Modi et moi avons fait de très bons progrès sur tous ces points. Et nous sommes particulièrement ravis d'annoncer officiellement que l'Amérique et l'Inde ont officiellement finalisé les termes de référence pour la négociation commerciale. Je pense que c'est une étape essentielle pour réaliser la vision du président Trump et du Premier ministre Modi, car elle établit une feuille de route vers un accord final entre nos nations. Je crois qu'il y a beaucoup que l'Amérique et l'Inde peuvent accomplir ensemble. Ce discours a été prononcé à la fin du voyage de 2 jours que Devance a fait en Inde. Au début de ce voyage, lorsqu'il a atterri en Inde, nous avons également eu une annonce très choquante en provenance de l'Inde que beaucoup de gens négligent. Vous voyez, l'Inde vient d'annoncer qu'elle a imposé un autre tarif de 12% sur l'acier chinois, pour limiter les importations bon marché en provenance de Chine. Et les raisons de ces tarifs sont simples. L'acier a été une marchandise que le Parti communiste chinois a utilisée pour vider la base industrielle d'autres pays. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire par là. Vous voyez, le Parti communiste chinois donne beaucoup d'argent gratuit sous forme de subventions aux entreprises sidérurgiques en Chine, afin qu'elles puissent construire des usines de plus en plus grandes. Maintenant, bien sûr, c'est quelque chose que beaucoup de pays font. Ils soutiennent leurs industries en croissance, en leur accordant des subventions et des incitations fiscales. Mais le Parti communiste chinois a porté cela à un autre niveau. Et c'est parce que les objectifs du Parti communiste chinois sont bien plus sinistres que simplement soutenir une industrie en croissance. Le Parti communiste chinois a continué de subventionner la sidérurgie chinoise, même après avoir satisfait la demande locale en acier. Cela signifie que la Chine avait plus que suffisamment de production pour répondre à toutes les demandes que les clients chinois avaient pour l'acier. Mais l'objectif du Parti communiste chinois n'était pas seulement de satisfaire les clients chinois. L'objectif était d'inonder les marchés étrangers, avec de l'acier chinois bon marché, afin que les entreprises étrangères d'acier mettent simplement la clé sous la porte. Imaginez que vous êtes un producteur d'acier américain. Vous devez investir vos fonds pour acquérir un terrain. Vous devez investir vos fonds personnels pour bâtir une usine. Ensuite, vous devez investir votre propre argent pour payer les salaires, les matériaux, etc. Maintenant, bien sûr, vous pouvez contracter un prêt, mais en fin de compte, vous allez obtenir un prêt au taux du marché. Peu importe ce que les autres paient, c'est ce que vous devrez payer. Ensuite, une fois votre acier produit, vous l'amenez sur le marché et vous espérez le vendre à un prix qui vous permet de réaliser un petit bénéfice. Parce qu'en fin de compte, c'est pour cela que vous prenez autant de risques, en investissant autant de votre argent pour réaliser un bénéfice.
Mais l'équation pour les entreprises sidérurgiques chinoises est radicalement différente. Les entreprises chinoises n'ont pas à se soucier de payer un loyer, car le Parti communiste chinois leur donne beaucoup d'argent gratuit sous forme de subventions. Ils n'ont pas à se soucier de payer des intérêts, s'ils contractent un prêt, car le Parti communiste chinois possède les banques d'État, et elles sont ordonnées de donner des prêts sans intérêt ou à des taux moins chers. En plus de cela, parfois le Parti communiste chinois aide également à subventionner les fournitures qui entrent dans la production d'acier. De cette façon, lorsqu'une entreprise chinoise se rend sur un marché étranger pour vendre son acier, elle peut le vendre à un prix beaucoup plus bas que tout autre concurrent. Et c'est ainsi que le Parti communiste chinois veut faire sortir nos producteurs étrangers du marché. Le plan est simple. Si les entreprises étrangères ne peuvent pas faire de bénéfices, leurs usines fermeront. Cela signifie que si jamais il y a une guerre, les pays étrangers n'auront pas ces usines pour produire l'acier si important. En fin de compte, beaucoup de gens oublient à quel point l'acier est important. C'est une question de sécurité nationale, et c'est exactement pourquoi les États-Unis ont été si réticents à laisser le Japon acheter de l'acier américain. Le Japon est un allié solide des États-Unis, mais nous ne voulions pas risquer la sécurité nationale. On peut débattre du bien fondé de cette décision. Le Royaume-Uni a fait quelque chose de similaire. Cette fois, le Royaume-Uni avait de bonnes raisons d'empêcher une entreprise chinoise d'acquérir Royaume-Uni Steel. Le Royaume-Uni a compris ce que la Chine tente de faire. Ils ne peuvent tolérer une telle menace à leur sécurité nationale si près de chez eux. Maintenant, bien sûr, c'était un grand détour. Mais j'espère que vous comprenez pourquoi l'Inde impose maintenant des tarifs sur l'acier chinois. Parce que, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, l'Inde ne veut pas que leurs entreprises sidérurgiques fassent faillite à cause du dumping de l'acier chinois. Et bien sûr, en même temps que ce tarif, l'Inde a également annoncé un accord commercial avec les États-Unis. Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie, et le libellé était très spécifique. Ils ne disent pas qu'un accord commercial a été conclu. Ce sont juste des termes commerciaux qui ont été convenus. On dirait qu'ils ont convenu de ce qu'ils doivent négocier. Donc ils ont, je suppose, réduit les points sur lesquels ils vont négocier. Bien sûr, nous obtiendrons plus d'informations, et je les partagerai avec vous dès que nous en saurons plus. Mais même cela ne plaît pas à la Chine, et la Chine voulait vraiment que l'Inde se range de leur côté. Bien sûr, la Chine a cherché des alliés tout ce temps, et nous avons couvert cela. Peu après la visite du vice-président J.D. Vance en Inde, la Chine a envoyé sa propre invitation au Premier ministre Modi. L'offre était simple, venez à Pékin, puis l'Inde recevra une offre irrésistible. Malheureusement pour Xi Jinping cependant, Modi a plutôt juste ignoré cette invitation. Car selon tous les rapports, il semble que l'Inde n'a jamais répondu. Ils n'ont jamais dit oui, ils n'ont jamais dit non. Mais l'action chinoise nous dit une chose que nous disons depuis quelques jours sur cette chaîne. Le Parti communiste chinois. Et Xi Jinping essaie tout et n'importe quoi en leur pouvoir pour obtenir plus d'alliés de leur côté. Rappelez-vous, tout a débuté avec les fausses nouvelles des médias d'État chinois. Le rapport indiquait que c'était la Chine, la Corée du Sud et le Japon qui s'associaient pour répondre conjointement aux tarifs que le président Trump avait annoncés. Quelques heures après que les médias d'État chinois ont publié ce rapport, la Corée du Sud et le Japon ont nié toute discussion de ce type. Ils n'ont jamais accepté une telle chose et ne savent pas d'où la Chine a tiré cette idée. Suite à cette fausse nouvelle, Xi Jinping a entamé son voyage de charme, visitant le Vietnam, le Cambodge et la Malaisie. Et il voulait convaincre ces pays que la Chine est un meilleur allié que les États-Unis, et il voulait ces pays de son côté. Mais malheureusement, ce voyage n'a pas vraiment donné beaucoup de résultats non plus. La Chine cherche à renforcer sa coopération avec ses voisins régionaux, comme en témoigne le récent voyage diplomatique dans plusieurs pays. Cela pourrait avoir des implications sur le marché mondial. Eh bien, c'est intéressant parce que ce sont des voisins avec lesquels la Chine a beaucoup de différences. Et avec le commerce, les différences politiques et les différences territoriales, ils ont tous des revendications sur différents territoires. Et il y a eu beaucoup de tentatives de la Chine pour construire une influence excessive dans ces pays. Puis vient la guerre commerciale et soudainement, ils sont tous en compétition. Ils essaient tous de former un bloc. Xi Jinping veut former un bloc parce qu'ils ne pourront pas exporter autant vers les États-Unis sous la guerre commerciale. Mais ces différences politiques existent malgré tout. Il y a donc une sorte de différence entre l'équilibre économique et politique ici. Et ce sera un défi car je pense que même si les gens veulent de l'aide au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie, dans ces pays, pour faire face à la guerre commerciale avec les États-Unis, ils auront du mal à trouver un terrain d'entente sur beaucoup d'autres domaines avec la Chine.
Donc, après cette visite au Vietnam, en Malaisie, il n'est pas vraiment reparti avec quelque chose. Ils ont dit que l'aspect visuel était très bon, mais ils n'ont pas vraiment obtenu de solution concrète pour gérer la guerre commerciale. Maintenant, bien sûr, l'aspect visuel de ce voyage était bon car Xi Jinping a signé quelques accords avec le Vietnam. Finalement, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, que le Vietnam soit du côté de la Chine et ne négocie pas avec les États-Unis. Et cela n'arrive clairement pas. En fait, dès que Xi Jinping a quitté le pays, le Vietnam a acheté 26 avions de chasse F-16 américains. Comme dit hier, je ne connais pas ses propos au Vietnam, mais c'était certainement le meilleur argument de vente pour l'industrie de la défense américaine. Des choses similaires se passent au Vietnam. Après que la Chine a refusé les avions Boeing que les compagnies aériennes chinoises avaient achetés, il semble que des pays comme l'Inde et la Malaisie se disputent maintenant pour acheter ces avions, car les pays voient une opportunité de bénéficier, tout en même temps que la Chine se tire une balle dans le pied. Vous voyez, il faut 7 ans pour passer une commande pour un avion Boeing 737 MAX, et la Chine ne prend tout simplement pas les commandes qu'elle a y passer. Les avions sont là et la Chine les renvoie. Ces pays proposent alors de les récupérer. Nous ne voulons pas attendre 70 ans pour l'avion commandé. Pourquoi ne pas prendre celui destiné à la Chine ? Donc Xi Jinping essayait d'interdire les avions Boeing pour nuire à l'économie des États-Unis, alors qu'en réalité, Boeing a une longue liste de commandes en attente. Donc ce ne sera pas vraiment un problème pour Boeing, du moins pas pour les prochaines années. Mais la raison pour laquelle la Chine cherche si désespérément un allié est que Xi Jinping se rend compte que la Chine ne peut pas survivre à cette guerre commerciale sans autre pays. La Chine est beaucoup trop dépendante des États-Unis. Et en plus de cela, les États-Unis proposent à ces pays une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Alors qu'en réalité, Xi Jinping dit à tout le monde qu'il veut proposer aux pays une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Selon ce rapport, les États-Unis supprimeront les tarifs sur les pays qui acceptent d'aligner leurs tarifs sur ceux des États-Unis envers la Chine. C'est ce que j'entends dire constamment. Si c'est vrai, c'est une politique judicieuse qui forge des alliances, intensifie la pression internationale sur la Chine et favorise un commerce équitable. J'espère vraiment que cela se produira. Maintenant, cela semble être une bonne idée, mais il est peu probable que quelque chose comme cela se produise, car cela semble très très vaste. Bien que cela semble idéal, c'est trop beau pour être vrai. Cependant, les États-Unis ont tenté d'isoler la Chine. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout pays qui souhaite négocier un accord commercial avec les États-Unis, une chose à laquelle ils doivent s'engager, c'est de ne pas aider la Chine à contourner les tarifs américains. Et c'est quelque chose qui remonte à 2018. Lorsque Trump a d'abord imposé des tarifs à la Chine durant son premier mandat, la Chine a accepté certaines conditions sans vraiment les respecter. En plus de cela, le Parti communiste chinois a dévalué sa monnaie de sorte que les tarifs s'annulent essentiellement. Et en plus de cela, la Chine a commencé à utiliser d'autres pays comme le Vietnam, le Cambodge et le Mexique. Les marchandises chinoises sont produites en Chine, puis expédiées via ces pays où les entreprises ont des entrepôts. Et le seul but de l'entrepôt est simplement de changer l'étiquette. L'étiquette qui dit fabriqué en Chine est remplacée par fabriqué dans le pays où se trouve l'entrepôt. C'est très illégal en matière de commerce international. Et c'est exactement pourquoi les États-Unis demandent maintenant à chaque pays, je suppose pas gentiment mais très fermement, qu'ils doivent commencer à appliquer cette règle. Et nous voyons déjà des résultats, car voyez ce que la Corée du Sud vient de découvrir. Ils ont attrapé une entreprise chinoise essayant de faire exactement ce que les États-Unis ont dit que la Chine faisait, et ils n'accepteront plus cela. Maintenant, clairement, la Chine n'était pas contente de cela. La Chine ne voulait pas que les pays répriment ces pratiques illégales. La Chine a interdit à la Corée du Sud d'exporter des marchandises contenant ces terres rares vers les entrepreneurs militaires ou l'armée des États-Unis, avertissant d'une rétribution rapide en cas de non-respect. Comme je l'ai dit, le Parti communiste chinois et c'est tout et n'importe quoi. Ils ne peuvent pas décider s'ils veulent séduire d'autres pays pour devenir l'allié de la Chine, ou s'ils veulent intimider d'autres pays pour devenir l'allié de la Chine. Mais une chose est sûre, le Parti communiste chinois a réalisé qu'il ne peut pas gagner cette guerre commerciale seul. Ils dépendent d'autres pays, pas seulement de la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Nous verrons ce qui se passe, mais en fin de compte, ils doivent conclure un accord, car sinon, ils ne pourront pas faire affaire aux États-Unis. Donc nous voulons qu'ils soient impliqués, mais ils doivent, et d'autres pays doivent conclure un accord. Et s'ils ne concluent pas d'accord, nous établirons l'accord, car nous sommes ceux qui établissent l'accord. Scott, Howard et moi-même et d'autres, nous allons établir l'accord et ce sera un accord équitable pour tous. Et je pense que c'est un processus qui va se dérouler assez rapidement. Nous avons parlé à de nombreux pays et nous obtenons leur point de vue sur
les choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Ils ont des taxes sur la valeur ajoutée. Ils ont tout ce que vous pouvez avoir. N'oubliez pas, par exemple, que l'Union européenne a été créée pour profiter des États-Unis. C'est pourquoi on l'a dit et ils l'ont fait, mais ils ne le font plus.